Vous voulez plus de lecture? Ne vous inquiétez pas, je suis là avec les chroniqueurs pour vous proposer plein de bons titres à dévorer. Aujourd'hui, pour cette 12e émission, nous allons commencer avec Mathéo et le premier tome d'Arena 13, la nouvelle série de Joseph Delaney. Ensuite, Myriam vous propose pour sa deuxième chronique un autre plat du jour, aussi loin que possible. Enfin, Nicolas et Mathieu vont nous présenter le manga événement de l'année 2016, One Punch Man. Peux-tu présenter ton roman, Mathéo? J'ai beaucoup aimé le roman intitulé Arena 13, écrit par Joseph Delaney et édité par Bayard Jeunesse. Il a été traduit de l'anglais par Sidonie Vendendris. Vous connaissez sans aucun doute l'auteur pour sa série de romans L'apprenti épouvanteur. Nous attendons ton résumé. Lev est un jeune garçon qui veut se venger de la créature dénommée Hob qui a tué ses parents. Pour cela, Lev va se rendre dans la capitale du pays de Midgard, Ginden, pour combattre dans l'arène 13 où se passent des combats. Les gladiateurs y sont de deux types différents. Il y a les combattants appelés mines qui combattent protégés derrière un lacre, les lacres étant des machines à l'apparence humaine programmées pour combattre, et les combattants mag qui, eux, combattent derrière trois lacres. Mais seuls les gladiateurs mines peuvent affronter Hob. Pour combattre le monstre, Lev va devoir choisir un maître de l'âme qui lui apprendra lors du combat dans l'arène 13. Lev choisit de devenir l'apprenti de Tyron qui est le meilleur maître de l'âme qui soit dans tout Ginden. Lors d'une mise à l'épreuve d'un mois, Lev doit suivre un entraînement compliqué et épuisant qui consiste à s'entraîner au combat, mais aussi à apprendre à programmer les lacres, à connaître et à inventer un langage codé dénommé Word qui sert à communiquer facilement avec eux en tapant des pieds et en effectuant des déplacements particuliers que seul son inventeur peut comprendre. Et Lev n'est pas le seul disciple de Tyron. Palm, qui veut combattre dans l'arène, est très riche, se moque de Lev qui lui n'a pas un sou. Par contre, Dénon, qui veut devenir programmeur, va vite soutenir Lev et devenir son ami. Lev va également rencontrer Queen, la fille de Tyron, dont il va rapidement tomber amoureux et qui rêve de devenir combattante, mais qui ne peut pas parce que le combat est exclusivement réservé aux hommes. Lev va-t-il réussir son mois d'essai? Arrivera-t-il à se faire accepter de Palm? Queen tombera-t-elle amoureuse de Lev? Affrontera-t-il le terrible Hob? Et comment as-tu trouvé ce livre? J'ai adoré le roman nommé Arena 13. La couverture est vraiment magnifique. Au début, elle me fait penser à un roman historique se déroulant à l'époque romaine, alors qu'en fait il s'agit d'un roman fantastique. Tout d'abord, l'auteur a réussi à créer un univers aux caractéristiques incroyables que l'on découvre peu à peu pendant notre lecture. Il a réussi à mélanger des aspects liés à l'Antiquité romaine avec des éléments issus du fantastique comme les djinns et autres créatures de la nuit. Ce monde est construit autour d'un système de combat très recherché, rappelant les affrontements de gladiateurs. L'honneur y est plus important que la victoire. En effet, les mags qui possèdent trois lacres ont plus de chances de gagner. Pourtant, quelques mines réussissent à remporter leur combat, ce qui leur apporte un grand prestige. Mais ils ont aussi le désavantage de pouvoir rencontrer Hob, ce qui entraîne généralement la mort. Vous l'aurez compris, cet univers est extrêmement violent et le lecteur le découvre dès les premières pages quand Lev doit déjà combattre alors qu'il arrive à Ginden. Mais l'élément le plus réussi de ce roman, c'est le personnage principal, Lev. Ce jeune homme n'a qu'un but dans la vie, se venger de l'infâme Hob dont le nom suffit à faire trembler les hommes courageux. Pourtant, Lev ne recule pas devant l'adversité et les épreuves. Dans sa période d'essai, il rencontre de nombreuses difficultés qui le feront même renvoyer de chez son maître. Il s'accroche malgré tout sans se décourager. Heureusement, il peut compter sur Dénon au grand talent de programmateur. Sa relation avec la fille de son maître est très particulière. À son arrivée, elle considère simplement comme un servant supplémentaire l'entraînant toujours vers les ennuis. Puis, il découvre ses failles et sa volonté de devenir elle aussi combattante, ce que son statut de femme l'en empêche. En définitive, le premier tome de la série Arena 13 lance parfaitement l'histoire. À la fin de la lecture, ne se pose qu'une question. À quand la suite ? Coucou Myriam, de quel livre vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fabuleux roman d'Éric Pessan nommé Aussi loin que possible, édité par l'École des loisirs, dans la collection Medium grand format. Éric Pessan est un auteur de romans, de fiction, radiophonie, de textes de théâtre. Son premier manuscrit étant L'effacement du monde, publié en 2001. En 2015, il reçoit d'ailleurs le prix NRP de littérature jeunesse pour le roman que je vais vous présenter. Peux-tu résumer le roman pour nos croque-lecteurs? Antoine et Tony sont des adolescents âgés de 13 ans qui vivent dans une cité. Ils sont assez intelligents, travaillent bien en classe, mais ils essuient quelques retards de temps en temps. Un beau matin, sur le chemin du collège, ils délaissent leur sac et décident de faire une course comme ça, pour s'amuser et pour savoir lequel est le plus rapide des deux. Arrivés au collège,
sans se concerter ni même préméditer ce qu'ils allaient faire. Au lieu de s'arrêter, ils continuent. Ils continuent de courir pour oublier leurs soucis, leurs tracas, leurs peurs. Ils se retrouvent dans la zone commerciale. Ils slaloment sur les parkings entre les voitures, les caddies et les acheteurs sortant des magasins. Ils évitent de penser au futur et aux conséquences de leurs actes. Un pas pour être libre, un pas pour oublier. Certains diront que ce sont des mensonges, d'autres diront qu'ils sont admiratifs. Antoine ne veut pas interroger son ami sur ce qui le tracasse. Il sait que son ami lui dira tout le moment venu, comme on le fait à un vrai ami avec qui on partage tout. Il n'a qu'une inquiétude. Il n'a pas pris sa ventoline dans son sac à dos, abandonné dans un buisson. Il se concentre sur sa respiration pour ne pas arrêter leur course. Les deux ados décident de partir vers le sud, vers Bordeaux. Ils courent chacun pour effacer les problèmes qui les empêchent de vivre heureux. Mais jusqu'où vont-ils aller? Quel est leur objectif? Que vont-ils faire? As-tu aimé ce roman d'Éric Pessan? J'ai dévoré le roman aussi loin que possible d'Éric Pessan. J'ai trouvé la couverture très révélatrice sur ce roman. En effet, nous y voyons de jeunes qui marchent de dos, les bras sur les épaules. Nous pouvons imaginer qu'ils viennent de cité et qu'ils ne vont pas faire demi-tour puisqu'ils sont de dos. Tout d'abord, j'ai été intéressée par le genre de ce livre qui est un roman tranche de vie. Il nous raconte la décision prise par deux adolescents de 13 ans qui décident de fuir leur quotidien. Ce qui est le plus original, c'est que les deux garçons n'avaient rien prévu même si les adultes ne les croiront pas. Ensuite, l'auteur aborde de nombreux thèmes. Premièrement, il évoque une superbe histoire d'amitié dans ce roman. En effet, Antoine n'aurait pas pu s'arrêter en voyant son ami continuer. Mais il l'a suivi car ce n'était pas un choix, mais une évidence. Ainsi, ils sont considérés par les adultes comme des fugueurs, alors que leur point de vue, c'est une fuite en avant. Quand les adolescents ne s'arrêtent pas, ils pensent. Ils pensent d'abord qu'ils vont être en retard. Mais après, ils se rendent compte qu'ils fuient leur vie quotidienne. Deuxièmement, Éric Pessan s'interroge aussi sur la question de l'immigration. Ainsi, le problème caché par Tony, c'est qu'il va être expulsé de France pour aller en Ukraine, pays dont il ne connaît rien, ce qui l'effraie évidemment. Enfin, en ce qui concerne Antoine, on découvre que ses soucis sont d'ordre familial. Son père se montre violent, le frappe et surtout sa mère ne le défend pas. Enfin, j'ai trouvé ce livre très original et intéressant grâce à l'écriture de l'auteur. Toutes les descriptions ne sont pas du tout ennuyeuses et nous plongent dans l'ambiance. Bien qu'il y ait peu de dialogue, puisque l'on est dans les pensées des personnages, on suit avec plaisir le voyage des deux garçons. Pour finir, j'ai dégusté le roman aussi loin que possible d'Éric Pessan. Grâce à un scénario très original, des thèmes intéressants, une narration parfaite, le lecteur peut déguster cette pure merveille. Et pour finir, accueillons Nicolas sur notre plateau pour un sushi. Salut à tous les croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter, en compagnie de Mathieu, le manga de l'année, celui que tous les fans attendaient, One Punch Man. Celui-ci a été scénarisé par One et dessiné par Yusuke Murata. Il est édité aux éditions Kurokawa. Dis-nous en plus pour ce shonen manga. Une ville est détruite par l'attaque de Vaccine Man, fils de la Terre, né de la pollution des hommes. Un jeune homme assiste à ces événements devant sa télé, il décide d'intervenir. Mais le combat ne dure pas puisqu'il vainc son ennemi d'un seul coup de poing. Cet homme se nomme Saitama. Il y a quelques années, il menait une vie paisible, calme, normale. Un jour, lorsqu'il rentre du travail, il se retrouve nez à nez avec un monstre crabe de forme humaine qui le met au tapis en un coup de pince géante. Pensez bien, un crabe humanoïde géant dans notre univers. Il décide alors de s'entraîner avec acharnement pendant 3 ans pour avoir la force de terrasser ses ennemis en un seul coup de poing. Il en arrive à perdre tous ses cheveux à force d'entraînement. Il se préoccupe plus des problèmes simples de sa vie quotidienne que des affrontements avec un démon venu d'un autre monde. On en vient à penser que notre héros est un fou, ce qui n'est pas totalement faux. Des problèmes et des difficultés, Saitama n'en rencontre pas beaucoup. Il est trop fort. Dès que quelqu'un ou quelque chose l'attaque, il lui met un coup de poing et l'envoie valser dans les pâquerettes. Ça énerve même Saitama, se lassant de faire des combats qui se terminent aussi vite. Un jour qu'il combat le mal incarné en moustique de taille humaine, il rencontre un cyborg qui se bat aussi pour une noble cause, sauver la Terre, comme lui. Il prend alors Genos, le cyborg, comme disciple, après maintes et maintes demandes de celui-ci. Mais il faut plus d'adrénaline à Saitama. Trouvera-t-il la vie qui lui convient? Fera-t-il des miracles ou des cataclysmes? À quoi sera-t-il confronté avec son disciple Genos? Mathieu, ce titre mérite-t-il toutes les éloges? Le shonen manga One Punch Man de Yusuke Murata m'a beaucoup plu. Sa publication possède déjà une certaine originalité.
Au départ, celui-ci a été publié sur internet par One, mais Shueisha, éditeur japonais de manga, voyant le succès de ce titre, a demandé à Yusuke Murata de réaliser les dessins pour ensuite les publier en tant que manga avec un succès encore plus important. Ce manga aborde la vie d'un super-héros, mais d'une façon très humoristique. Il raconte l'histoire d'un homme qui détruit tous les monstres en un seul coup de poing. Il trouve ça trop facile et ennuyant. Quel plaisir de gagner s'il n'y a aucun suspense à lui-ci. Le talent de One est d'avoir multiplié les références à d'autres shonen manga, comme par exemple l'Attaque des Titans, Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque. Les allusions à toutes ces séries très connues de fans sont bien sûr sur un ton humoristique, ce qui est l'objectif principal du mangaka. Ensuite, le manga m'a beaucoup plu pour ses dessins. Il ne faut pas oublier que Murata était le dessinateur de la série du football américain Aishid 21. Le héros ressemble littéralement à une tête d'œuf, sans aucune expression du visage, ce qui est un décalage avec le charisme habituel des super-héros. Mais l'univers autour et les autres personnages sont assez détaillés, même si les méchants ont souvent un visage caricaturé en référence à d'autres mangas. D'ailleurs, la couverture est beaucoup plus trompeuse, car le personnage principal y est beaucoup plus charismatique que dans le manga, où il fait beaucoup plus idiot. Mais la couverture garde toujours ses détails humoristiques. Par exemple, le héros tient un sac avec des poireaux, et en arrière-plan, on voit un monstre avec un énorme trou dans le fond. Enfin, le point fort de ce manga, ce sont tous les personnages présentés. Les méchants, en général, des monstres sont dans l'ensemble bien détaillés, mais sont d'une bêtise infligeante. Le personnage principal est plutôt dessiné dans un ton humoristique et une attitude plutôt normale, en dehors de son super pouvoir. Celui-ci ne s'inquiète de rien, car il bat tous ses adversaires en un seul coup de poing. D'ailleurs, dès le début du manga, il trouve ça nul de ne pas pouvoir se battre. Vous l'aurez compris, tout est fait pour faire rire le lecteur, et One Punch Man y réussit sans problème. Tout ça pour vous dire que ce manga est vraiment très drôle, et qu'il méritait vraiment d'être imprimé et publié. D'ailleurs, One Punch Man est arrivé 3e des ventes de livres en France, la semaine de sa sortie. Ça y est, c'est la fin de notre émission, mais rendez-vous dès la semaine prochaine avec Maud, qui vous présentera un nouveau numéro de Croque Lecture. En attendant, suivez-nous sur Facebook et sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des romans présentés cette semaine. A plus! Proposer Pierre. Non, ça lâche pas une poule. Je regardais moi et je... Tais-toi. Allez, courage. Là, je vous ai entendu. Et il sert à quoi ce micro? Coucou Myriam. Peux-tu... Ok. Et pour finir, accueillons Nicolas. Mon ventre est gargouille. Je l'ai démissionné, hein.